J'ai su, je crois, très 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 tôt que j'aimais les femmes. Je me rappelle, j'avais écrit Lettre d'amour à Madame Burpillot. C'était ma directrice en primaire, je sais pas, je vais être en CE2 je crois. Et comme j'avais une écriture qui était très reconnaissable, j'avais écrit avec les règles qui sont prédéfinies, avec les lettres prédéfinies. Du coup, j'étais sûre qu'elle allait pas retrouver mon écriture. Je ne saurais pas dire exactement ce que je lui ai écrit, mais j'ai glissé sous son bureau. J'ai pas signé la lettre, hein. Mais ça devait être mignon, je pense. Histoire ouvrière et immigration maghrébine en France sont étroitement liées. Des travailleurs d'Afrique du Nord sont présents en Franche-Comté dès la Première Guerre mondiale et sont employés dans les usines de la région. D'abord plutôt originaire d'Algérie, cette main-d'œuvre arrive de plus en plus nombreuse du Maroc dans les années 60. C'est en partie le résultat du recrutement de l'usine Peugeot qui participe à multiplier par 7 le nombre de travailleurs marocains dans la région entre 1968 et 1975. La Franche-Comté compte alors 7800 personnes marocaines. C'est en Franche-Comté, dans la famille d'un ouvrier de l'usine Peugeot, que démarre l'histoire de Nadia. Elle grandit dans les années 80 dans un petit village très majoritairement peuplé de Marocains et de Marocaines. Très jeune, elle sent une attirance pour les femmes, mais comment comprendre son orientation sexuelle quand il n'existe autour de soi aucune représentation à laquelle s'identifier? C'est ce à quoi tente de répondre cet épisode de Comment on s'aime. 95% des habitants du village dans lequel je vivais, à savoir Betoncourt, dans le département de Montbéliard, on était 95-96% de personnes issues du Maroc. Les commerçants étaient marocains, au marché, les vendeurs étaient marocains. Du coup, que tu vois que des Marocains, tu te dis, c'est un petit village au Maroc, quoi. Et comme j'avais grandi en regardant les BD d'Astérix, je m'étais dit, c'est le petit village marocain installé en France. Et on rentrait au Maroc chaque été. Et je me disais, voilà, je rentre dans la maison mère. La région nord-est de France, il y avait l'usine Peugeot à Sochaux. Et il y a énormément de Marocains qui, dans les années 70, fin 60, milieu 70-80, ont commencé à travailler dans les usines Peugeot. Les seules interactions que j'avais avec des personnes françaises, c'était dans le cadre de l'école, les enseignants. Et les enseignants, tu les vois le nombre d'heures, sauf qu'ils n'habitent pas dans le village. Du coup, forcément, tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton mode de vie, quoi. Après, en grandissant, je me suis fait renvoyer de mon collège. Je faisais un peu des bêtises et je suis arrivée dans un collège avec d'autres personnes qui n'étaient pas des Marocains. Et le fait d'être arrivée et de me retrouver avec des Antonella Curtis, des Cédric, et je me suis dit, waouh, il y a un nouveau monde qui s'offre à moi. Et c'est comme ça que j'ai vu que j'étais pas dans un petit village du Maroc en France. J'avais aucune référence dans ma vie de ce que c'était que l'homosexualité ou de ce que c'est d'être lesbienne, mais je savais que j'avais une attirance pour les femmes. La seule explication qui me semblait logique, c'est que les filles aiment les garçons aiment les filles. Si moi j'aime les filles, c'est que je dois être un peu un garçon à l'intérieur. Donc je me suis dit, il y a eu une erreur il y a une erreur d'attribution et il faut que je vois comment je vais réussir à régler ça avec le temps, mais jamais en me disant faut que je devienne un garçon. C'est très particulier. Dans ma salle de bain, il n'y avait rien qui me confirmait que je pouvais être un garçon. Je me suis dit, ok, on va laisser ça de côté. On va continuer de grandir, on va vivre avec ses émotions et on verra comment ça va se décanter. Et j'ai grandi comme ça en me disant, ma vie va être compliquée, il faut que je trouve un moyen de vivre ma vie. Et je pense que j'ai jamais verbalisé le mot je suis homosexuelle ou je suis lesbienne. J'ai grandi en sachant qu'il fallait pas que je le dise. Tu peux pas parler de quelque chose qui n'existe pas dans ton cercle de vie et dans les gens qui t'entourent. Et je sais que je l'ai pas dit, je l'ai jamais dit. Mais sinon, non, franchement, j'ai jamais rien vu. Il n'y avait pas de personnes efféminées. Même le mot linguistiquement gay, ça n'existe pas. Enfin, il y a le mot ataï, mais je l'ai jamais entendu. J'ai jamais vu personne. Et sincèrement, on était tellement une diaspora foisonnante que je pense que les personnes comme moi, elles étaient comme moi. Elles l'ont gardé pour elles. On était les first. Il n'y avait pas de provocateur ou de provocatrice qui disait « Ah, moi, je suis lesbienne et je vous emmerde ». Ça n'existait pas parce que clairement, tu repartais direct au bled. Je crois que je me rappelle, j'avais vu une fois la bande-annonce d'un film, c'était Pourquoi pas moi. C'est un film français qui est sorti, je pense, avec Johnny Hallyday, Elie Medeiros. C'était une bande de copains gays. Et j'avais dû voir ça et je pense que je m'étais glissée dans le cinéma de Montbéliard. Mais en mode lunettes noires, trench, caché comme ça dans le cinéma. Fallait pas qu'on me voie, fallait pas... Vraiment, c'était que des mécanismes qui ne s'expliquent pas, qui n'ont aucun sens logique dans ma façon de me construire à l'époque dans cette vie-là. Je savais juste qu'il fallait que je le cache.
Et ensuite, quand j'ai déménagé à Lyon, ben, la ville était vachement plus grande. Les lieux gays existaient, j'ai commencé à un peu mieux comprendre, je pense, à savoir que ça existait. Il y avait plus de choses à la télé qui décrivaient plus ou moins ça. Et quand je suis arrivée à Lyon, j'ai fait mon lycée et vers mes 20 ans, je me suis dit, ok, j'ai commencé à regarder. À l'époque, c'était surtout les pages jaunes et le Minitel et je savais qu'il y avait des lieux, des bars gays à Lyon. Et quand j'ai eu 20 ans et que je suis rentrée à la fac, la première chose que j'ai fait, j'étais en fac de sociologie, il fallait que je fasse une étude de sociologie. J'ai dit, ok, il faut que je trouve un moyen d'aller dans les bars gays tout en disant pas que je suis gay. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que même en arrivant dans des milieux gays, tu veux pas dire que t'es gay, enfin, tu gardes ça pour toi. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer ça aussi. Donc j'arrive en étude de sociologie, je suis censée faire une étude, je dis ok, je tombe sur un bouquin, c'est Fréquentation du milieu de la nuit. J'arrive dans un bar gay qui s'appelle Le Poulailler et je suis avec 2 feux le côte, des petites lunettes rondes et un attaché-caisse. Et j'arrive dans le bar et je dis bonjour, je fais une étude sociologique sur la fréquentation du milieu de la nuit. Est-ce que je peux rester dans votre bar? Et moi j'avais l'impression de vivre ma meilleure vie, quoi. Enfin, je suis restée dans ce bar-là et je voyais qu'il y avait tout un monde qui s'offrait à moi, un monde dans lequel je me sentais bien, un monde que j'avais envie de dévorer. Et je me rappelle que le premier soir, moi je crois que je me suis torché au whisky coca et que j'ai vomi, je crois, dans toutes les rues de Lyon en ayant quitté le bar à 3h du matin, je crois. Et je suis revenue dans ce bar-là tous les 2 jours. Et je suis devenue très amie avec la patronne. Et c'était la reine de la night parce qu'à Lyon ou dans n'importe quel établissement, quand tu travailles la nuit, tu connais tous les établissements de nuit. Et on fermait le bar et après, elle m'emmenait dans tous les lieux gays de Lyon, quoi. Du coup, j'ai fait une version accélérée du milieu de la nuit, quoi. J'ai passé mon permis en accéléré. J'étais dans des backrooms, j'étais dans des bars de mecs. J'ai vraiment fait tous les lieux gays de Lyon. Et après, j'avais ma golden carte gay, quoi. Je vivais encore avec ma famille à ce moment-là et ma mère, c'est une femme très 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 pieuse et sortir le soir, c'était pas du tout quelque chose qu'elle acceptait. Je suis dans une famille marocaine très traditionnelle où les filles sont censées être respectueuses, avoir un mode de vie respectueux. Mais elle n'était pas contre le fait que je travaille. Du coup, j'ai trouvé le moyen de sortir le soir en disant que je gardais un petit garçon qui s'appelait Nicolas. J'avais demandé à ma meilleure amie du lycée, qui était avec moi à la fac, d'appeler ma mère et de se faire passer pour la mère du petit Nicolas. Et en gros, tous les 2 jours, elle appelait ma mère et disait « Ah, Nadia, faudrait bien qu'elle garde vendredi le petit Nicolas. » Enfin, c'était toute une organisation logistique. C'était tellement schizophrénique que je lui fêtais son anniversaire. Et le truc, c'est que quand tu mens trop longtemps, ton mensonge, il devient une construction de ton cerveau. Et c'est très difficile après de dissocier la vérité du mensonge, quoi. Le mot je suis lesbienne, je l'ai jamais dit. Je me le suis dit à moi, mais je l'ai jamais verbalisé. Mais je voyais des scènes et je disais je suis ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été ma façon de faire. J'ai jamais eu besoin de me dire je suis lesbienne, je suis gay. Je me disais s'il y a des femmes qui aiment des femmes, c'est que je dois être une femme qui aime une femme. Et ça me semblait logique. J'avais une de mes voisines qui était lesbienne. Je suis une fille très tactique. Du coup, je me disais hop, cette femme-là, il faut que j'arrive à devenir pote avec elle pour pouvoir sortir. Mais jamais pareil en disant que j'étais gay. Je les fréquentais, elle savait. Même des fois, je pense que je devais être dans la négation parce que le dire, ça devenait quelque chose de réel. Et je pense que tant que ça devenait pas quelque chose de réel, je devais pas affronter les choses. Ouais, c'était une façon un peu bizarre de me protéger, de me dire ok, je peux continuer à évoluer tant que rien n'est concret et rien n'est inscrit, je peux continuer de vivre ma vie. En tout cas, par rapport à ma famille, si je commençais à définir les choses, ça devenait quelque chose de réel et ça devenait très compliqué pour moi. Donc tant que je restais dans un espèce de flou, pour moi, je m'amusais, je vivais ma vie, mais sans vraiment donner de sérieux à ce que je vivais. Je me sentais heureuse et ça m'allait très bien d'être heureuse comme ça. Alors ma première histoire, c'est Josette Nallet. J'avais 18 ans, elle en avait 54. Enfin, elle était plus proche de la mort que moi. Et j'étais tellement désireuse de vivre une histoire d'amour que la première personne qui m'aurait dit je t'aime ou qui aurait senti un attrait pour moi, unijambiste, unibratiste, peu importe, j'aurais dit oui. Et là, c'était Josette Nallet, une femme qui avait, 38 ans, plus que moi, que j'avais rencontrée à un repas avec la voisine gay. Et je pense qu'elle, son kiff, c'était de se dire je vais me faire une petite jeune, tu vois, j'avais 18 ans, j'étais un bébé, enfin, j'avais jamais eu de relation sexuelle avec une femme, je savais même pas ce que c'était. Et en plus, c'était trop drôle parce que sur son messagerie de répondeur, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien, tu devais appeler chez la personne. Elle laissait un message, elle disait oui, vous êtes bien chez Josette et Niki. Et je me disais putain, mais elle vit avec sa meuf et tout, c'est chaud. J'ai appris plus tard que Niki, c'était son petit caniche. Du coup, je dis ah ouais, c'est marrant.
Et la première fois que je couche avec elle, je crois qu'elle vient me chercher. À l'époque, j'étais à la fac. Et elle vient me chercher un jour où il y avait des grèves de bus et tout ça. Et je me retrouve chez elle un après-midi. Et moi, je taquicarde. Pour te dire, j'étais tellement paniquée, je crois que j'avais mis 3 culottes. Je sais pas pourquoi. J'avais mis un boxer. Enfin, tu sais, ceinture de chasteté, quoi. Je sais pas pourquoi. Et je me rappelle juste que c'était pas la fois qui m'a le plus marqué dans le sens où j'ai kiffé le moment. Mais j'avais vécu un moment et c'était trop bien pour moi de me dire, ouais, c'est bon, j'ai passé le cap, j'avais 18 ans. Je me rappelle, j'en avais parlé avec des copines qui sont hyper militantes et tout. Elles m'ont dit, ouais, tu te rends compte, elle a profité de ton corps. Je leur disais, mais franchement, mais je re-signe 10 fois. Enfin, je revis la même scène avec Josette, il n'y a aucun problème. Enfin, cette meuf, elle m'a permis de vivre mon premier émoi. Moi, j'étais vraiment dans un sentiment amoureux hyper profond. Enfin, je rentrais chez moi, j'avais des étoiles dans les yeux, mais ça aurait été Josette, ou ça aurait été Michaela, ou ça aurait été Natacha, ou n'importe qui. J'étais amoureuse de l'amour, j'étais pas amoureuse de la personne. J'ai grandi avec des films romantiques et du coup, moi, dans ma tête, je vivais vraiment les choses comme ça. Moi, les cadeaux, je les offre pas vite fait. Enfin, je les offre, il y a des ballons, il y a des... Mais vraiment parce que j'ai grandi avec ce délire-là. J'étais amoureuse du sentiment que je ressentais. C'était ça qui m'emballait, c'était de me dire, waouh, il y a quelqu'un qui m'écrit des messages ou qui pense à moi et je pense à quelqu'un. Ça aurait été n'importe qui m'aurait dit, je t'aime bien Nadia, j'aurais dit, waouh, je t'aime aussi, quoi. Après, elle m'a tège, enfin, elle m'a jeté, alors que je lui avais acheté une bouteille de parfum à 1500 francs quand même. Moi, je suis hyper romantique et amoureuse et je pense que je m'étais vraiment ruinée pour Josette au bout de 4 jours. Et Josette, elle a mis un terme à ma relation avec elle. Mais après, franchement, ça a été. C'est devenu une pote et j'ai aucun regret de cette expérience-là. Il y a juste un truc qui m'a choqué une fois, c'est que j'avais jamais vu des gens sans dentier. Il y a un soir où elle était complètement bourrée, on avait fait la fête et tout, et là j'ai vu, et je dis ah ouais, quand même, il y a une différence. En 2004, mon père a eu la bonne idée de vouloir me marier avec un type du bled, et quand ils sont venus me chercher, ils sont venus en octobre, et il faut savoir qu'à l'époque, c'était encore avant les lois Sarkozy, c'était encore avant tout ça, et le mariage, c'était le seul moyen pour les personnes de pouvoir venir en France sans passer par les bateaux ou les façons clandestines. Et chaque été, bah, t'as des mecs qui viennent te demander en mariage chez ton père. Moi, j'allais pas forcément au Maroc, mais ils demandaient tout le temps la main d'une de tes filles, et mon père, moi, c'est un mec qui aime bien l'argent. Et bah, du coup, c'était des sommes quand même, c'était des 15 000 euros, ça fait à peu près 150 000 dirhams. 150 000 dirhams au Maroc, t'es le roi du monde, quoi. J'avais une de mes tantes qui habite dans une ville qui s'appelle Kouribga au Maroc. Et cette tante, son gagne-pain dans la vie, c'était de faire passer des enfants clandestins en Italie. Et chaque enfant, ça lui rapportait à peu près 6 000 ou 7 000 euros. C'était des enfants entre 3 et 6 ans. Un exemple d'une femme qui aurait 3 enfants, c'était de prendre le passeport de la femme, d'arriver en période estivale dans les douanes à Algeciras. Sauf que les douaniers viennent pas forcément vérifier si la femme est rentrée avec les 3 enfants. On tamponne un passeport et dans ce passeport, il y a 3 petites photos d'enfants. Et du coup, bah, tu fais rentrer un passeport tamponné, donc tu peux faire sortir tant tas de passeports, tant tas d'enfants. Mon père, face à l'enrichissement de ma tante, a voulu faire du business avec elle, sauf que lui, quand il est venu me chercher en France, c'était en octobre. Et en octobre, il n'y a pas beaucoup de Marocains qui rentrent au pays. Donc on était 2 voitures, il y avait une voiture avec ma tante, mon cousin et moi, et dans l'autre voiture, il y avait mon père, ma mère et mon frère. Il faut savoir que mon père et mon frère s'étaient liés ensemble pour faire ce business-là. Sauf que quand on est arrivé à la douane d'Algeciras et qu'ils ont voulu tamponner les passeports, ben, on était 2 voitures, on était 6 et il y avait 10 passeports. Du coup, ben, les douaniers, ils sont pas cons. Et la voiture qui s'est fait arrêter, c'est mon père, mon frère et ma mère. Donc ma mère s'est retrouvée en prison avec mon père et mon frère. Et ben, le Maroc, c'est un pays de corruption. Cette espèce de dot de 15 000 euros, ben, dans la limite où mes parents se sont fait arrêter, et que je me suis mariée le jour même, le lendemain où mes parents se sont fait arrêter, on a récupéré cet argent. Et du coup, bah, j'ai passé mon temps à faire des petites liasses comme ça et arriver dans des bureaux de procureurs et dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez... Ma mère, elle est sortie au bout de 2 jours. Et franchement, c'était que pour ma mère, parce que pour elle, elle était même pas au courant de tout ça. Ma mère, elle est très pieuse, elle a jamais aimé les trucs malhonnêtes, elle a jamais aimé l'argent sale. Et du coup, j'ai fait que ça. J'ai passé mon temps à aller avec ma tante et mon oncle voir le procureur et dire, bah voilà, prenez ça, prenez ça. Parce que franchement, je pense qu'ils auraient pris vraiment très cher si on n'avait pas payé, les gens que tu peux corrompre, quoi. Et mon frère a pris 2 mois et on a passé 2 mois parce que pareil, corruption permet de manger des crevettes, d'avoir du homard. Du coup, bah, on a passé 2 mois à livrer du homard et des crevettes à mon frère. Je me mariais, j'oublierai jamais. Mon futur mari monte dans une voiture et il me dit en arabe, Ar-rajal li kunti tḥelmi bih huwa ana. L'homme dont tu rêvais, c'est moi. Moi, à l'intérieur, je rigole, je lui dis, écoute, Roya, je vais te faire tes papiers. Wallah, je vais me battre et je te ferai tes papiers, mais c'est pas possible.
Il était bodybuildé. Il avait des lunettes un peu avec des culs de bouteille. Je me suis mariée, je suis rentrée dans une pièce, c'est un Doul. Et là, t'arrives, tu signes un papier et je suis sortie, on m'a dit t'es mariée. Du coup, j'ai pas fait de cérémonie, j'ai pas eu de mariage, j'ai pas eu de. Mais il était très gentil. Franchement, si ça avait pas été un gentil garçon, je pense pas que je me serais démenée, que j'aurais galéré comme ça pour lui faire ses papiers. Là, il vit à Bellegarde-sur-Valzerine et trop bien, on a divorcé en 2011 et voilà. Il m'a toujours dit ouais, j'aurais bien voulu qu'on se marie ensemble et moi, je lui ai toujours dit. Quelqu'un qui rigole pas à mes blagues, je peux pas rester mariée avec lui. Enfin, je pouvais pas lui dire que j'étais gay, mais je lui ai dit, tu veux tes papiers, je suis une fille de parole, je te ferai tes papiers jusqu'au bout. Parce que mon père, une fois qu'il a eu l'argent, qu'il est sorti de prison, il s'en foutait après de ce qui allait se passer pour les papiers ou pas. Après, j'ai vécu ma vie et je disais tout le temps aux filles, ben, vous êtes mes maîtresses. Moi, je l'ai pris à la rigolade, le truc. Mais après, elle savait que j'étais pas vraiment mariée. Et en plus, sincèrement, je suis restée mariée le plus longtemps possible. Parce que du moment où j'étais mariée, j'avais une protection. C'était ma protection anti-mariage. Il n'y avait plus d'autres prétendants qui pouvaient venir demander ma main. Donc je suis restée mariée 7 ans, je crois. Et j'arrêtais pas de dire que même les mariages blancs ne supportent pas la durée des 7 ans. Et au bout de 7 ans, lui, je pense qu'il voulait refaire sa vie ou faire sa vie. Et on a divorcé comme ça à l'amiable. Je suis partie signer les papiers avec lui. Et puis voilà, quoi. Ma première vraie histoire d'amour, je l'ai vécue à 24-25 ans. Ouais. Après, la question qui a tout le temps été la plus difficile, c'est que comme je coupais mes vies entre ma vie familiale et ma vie amoureuse et que j'ai jamais réussi à consolider les deux, eh ben, les filles avec qui j'étais étaient tout le temps en demande de plus. Et dès que ça commençait à devenir trop compliqué pour moi de gérer ce deux, ben, j'ai toujours fait le choix de ma famille. Donc j'ai eu beaucoup d'histoires avortées parce que... vivre à deux, c'était compliqué, je disais pas forcément oui, j'étais pas tout le temps présente tout le temps et je me serais sacrifiée pour ma mère. J'ai commencé vraiment à vivre ma vie quand ma mère est partie, il y a 7 ans. J'ai eu des histoires d'amour tout le long de ma vie, mais j'ai jamais eu quelque chose comme ce que je vis aujourd'hui parce que j'ai plus le poids de pas la décevoir, elle. C'est juste qu'elle est arrivée en France et la vie s'est arrêtée pour elle quand elle est arrivée en France. Elle n'a pas évolué avec le Maroc et elle n'a pas non plus évolué avec la vie en France. Et l'homosexualité, tout ça, elle était à 15 000 lieues de savoir ce que c'était. Du coup, tout le monde me disait « Ah, mais ta mère, elle peut comprendre ». Je leur disais « Elle peut pas comprendre quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ma mère, elle croit en Dieu, elle croit en la religion, elle croit à la vie après la mort, elle croit en l'éducation. Et jamais, 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 jamais je l'aurais heurtée ou je lui aurais dit quelque chose qui la blesse ou... Pas parce qu'elle m'aurait pas comprise, mais parce qu'elle aurait pas compris quelque chose qu'elle connaît pas. Tous mes potes gays, ouais, mais je comprends pas, pourquoi tu le dis pas à tes parents, c'est tellement simple, mais sûr, ils t'aiment, ils vont comprendre. Je disais, mais c'est pas une question d'amour ou une question de compréhension, c'est tellement compliqué et tellement difficile à expliquer à quelqu'un qui fait pas partie de ça. J'éprouve pas le besoin de me sentir bien en le lui disant. Et je pense qu'elle l'aurait vécu comme une déception de son éducation à elle. Alors qu'elle n'en était pas responsable. Mais elle se serait dit, si ma fille elle est pas normale, c'est que j'ai pas été une bonne mère. Et ça, il était hors de question qu'elle puisse l'imaginer, quoi. Je me rends compte qu'être gay dans les années 80, 90, 2000, c'est dans les communautés maghrébines ou musulmanes. En 2024, on n'est plus du tout dans les mêmes questionnements, on n'est plus du tout dans les mêmes revendications. Aujourd'hui, c'est vachement plus simple. Je pense de pouvoir le dire, en tout cas de pouvoir sortir. Moi, quand je sortais au début dans le milieu gay, il n'y avait pas beaucoup de personnes issues de l'immigration. D'ailleurs, ça m'a beaucoup perturbée parce que je me suis dit, on ne doit pas être beaucoup. Et là, quand je sors maintenant aujourd'hui, limite, je me dis, waouh, il y en a trop. En plaisantant, tu vois, mais je suis contente que ces générations s'approprient un peu plus leur vie que nous à notre époque. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet, on vous conseille la lecture de La Petite Dernière, un livre de Fatima Das. Elle y raconte la vie d'une femme lesbienne, musulmane, pratiquante et banlieusarde, ce sont ses mots. Pour en savoir plus sur l'immigration ouvrière en Franche-Comté, on vous recommande par ailleurs de jeter un coup d'œil à l'article « Franche-Comté, territoire pilote des diversités en 1973 » paru dans la revue Hommes et Migration. On vous met tous les liens en description de l'épisode. Cet épisode est produit par Clam et a été réalisé par les journalistes Yasmine Selami et moi-même Yoram Meloul. L'identité graphique, quant à elle, a été créée par Inès Osni.